Jacques Chirac, bien décidé à ne pas changer de politique malgré la pression sociale, il l'a répété aujourd'hui en plusieurs occasions. Le mouvement s'est étendu aujourd'hui au transport parisien et à l'électricité, des débrayages très diversement suivis. Le franc en difficulté face aux marques, mais pas question de dévaluer, a précisé le ministre de l'économie, M. Balladur. Et puis ce mardi 6 janvier, encore un jour de détention pour les otages français du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Au 20e jour de la grève des cheminots, le mouvement a fait tache d'huile ce mardi avec une extension dans le secteur public puisque la RATP, l'électricité et le gaz de France, tout comme certains centres des PTT, s'étaient joints au mouvement avec des résultats mélangés. Conséquence, des coupures de courant, un trafic perturbé à la RATP et une situation inchangée à la SNCF. La situation était surtout difficile à Paris et dans la région parisienne. Paris sur grève où il fallait affronter tout à la fois la pénurie des trains de banlieue, le trafic amputé dans le métro et dans les autobus et les coupures d'électricité, y compris pour les feux de signalisation. Résultat, une belle cohue. Le difficile voyage des Parisiens, c'est un reportage de Geneviève Moll et Jean-Louis Boussert. Le métro aux heures de pointe, vous connaissez ? Eh bien, c'était cela sur la ligne Neuilly-Vincennes dès 16 h cet après-midi. Pour les banlieusards qui avaient déjà fait 2 heures de trajet ce matin, la galère se poursuivait. Eh ben, je vais reprendre le métro s'il y en a qui passent. Et puis sinon, je repars à pied, puis un petit peu de bus, puis un petit peu de voiture, et puis un petit peu de tout. Un petit temps. Il faut avoir son courage. Mais vous savez, il y a 80% des Français qui travaillent, hein, faut pas croire. Vous habitez où, madame? À Villepinte. Et comment faites-vous alors? Je prends 2 autobus jusqu'à Bobigny et puis après j'ai 1 heure de métro, 23 stations. Et vous faites ça tous les jours depuis combien de temps? Depuis 3 semaines, depuis le début de la grève, je suis sur la gare du Nord. Pour les bus, 1 heure plus tard, c'était à peu près la même chose. Des véhicules pleins comme des œufs, mais des conducteurs non grévistes très détendus. On est quand même un service public et on doit quand même, j'estime qu'on doit assurer, même si ça ne doit pas plaire à tout le monde, on doit assurer un minimum, c'est tout. Personnellement, sur le 96, ça a très bien roulé. Pour les usagers, ça roulait moins bien. J'en ai vraiment marre. Au lieu de passer 1 heure, je passe 2 heures de trajet aujourd'hui et j'en ai vraiment marre. Et surtout quand on travaille à Saint-Denis. Le vrai problème restait les gares. À Montparnasse, où cependant la direction annonçait 2 trains sur 3, les usagers commençaient à être excédés. Et on part 1 heure plus tôt tous les matins pour arriver une demi-heure en retard. Oui, Et puis le soir, pas pouvoir prendre son train. Oui, alors qu'entre pareilles, chacun a ses problèmes, mais personnellement, j'ai 3 petits-enfants qui m'attendent. De toute façon, J'avoue que c'est les travailleurs contre les travailleurs. Ah oui, la ligne de Dreux, pourri, archi pourri. Un homme d'affaires japonais regardait tout cela d'un œil tout à fait critique. Moi, je suis businessman, donc il faut faire beaucoup de voyages. On ne peut pas dépendre économie au système français en ce moment-là. C'était vraiment une journée de chien. Voilà, alors ça c'était donc pour Paris sur l'ensemble du mouvement. Maintenant, voici un point précis avec Christophe Martet. Soudain, la lumière n'est plus et l'on ne peut pas faire griller son pain, se raser ou prendre l'ascenseur. Aujourd'hui, les coupures ont été importantes à l'EDF. Dans de nombreuses régions, elles ont duré plus de 2 heures et la baisse de la production se situait aux alentours de 30%. Seule la CGT avait appelé à cesser le travail. Elle annonce que la grève a été suivie par 40% des agents. Si l'on a réussi à sortir de chez soi, il était parfois difficile, à Paris en tout cas, de trouver un moyen de transport. Aujourd'hui, le trafic métro a été très perturbé, avec en moyenne 1 rame sur 2, mais les lignes 1, 4 et 7 connaissaient un trafic très faible, de l'ordre de 1 train sur 4. En surface, 2 autobus sur 3 ont circulé. La ligne A du RER était très perturbée avec 1 train sur 6 en moyenne. Pour la ligne B, trafic plus important avec 2 trains sur 3. Les syndicats CGT, CFDT et autonomes qui avaient appelé à cesser le travail reconduiront leur mouvement demain avant l'ouverture des négociations. Après 20 jours de grève à la SNCF, le trafic est resté identique à celui d'hier. Seuls les TGV vers Lyon, la Bourgogne et la Suisse circulaient normalement. Sur les grandes lignes, le trafic était de l'ordre de 40%. Pour demain, la SNCF prévoit une légère amélioration sur les grandes lignes, avec 1 train sur 2 en moyenne au départ de Paris, et une nette amélioration pour la banlieue parisienne, principalement sur le réseau Nord, avec 1 train sur 2, et le réseau Est, avec 4 trains sur 5.
La CGT, très en pointe dans cette journée, avait appelé à manifester, notamment à Paris, avec l'habituelle guerre des chiffres. 40 000 manifestants pour cette CGT et 10 000 selon les policiers. Un défilé entre la gare Montparnasse et la Bastille pour réclamer l'ouverture de négociations salariales. Manifestation aussi en province avec par exemple 3 000 personnes à Marseille. Sur ce fond de grève, on négociait aussi à l'EDF sur les salaires 87. Il faut d'ailleurs savoir que la grève d'aujourd'hui à l'électricité et au gaz de France n'était appelée que par la CGT. Pour la suite, eh bien, tout dépend du résultat des discussions d'aujourd'hui, des négociations que suit Jean-Pierre Métivet. Au siège d'EDF, éclairé par son seul groupe électrogène, c'est une impression d'échec qui prévaut ce soir. C'est la seconde réunion sur les salaires. La première avait duré 40 minutes. Celle-ci se prolonge encore, mais elle pourrait à son tour disjoncter. Pour les rémunérations, EDF est un cas exemplaire dans le secteur public. Aucune augmentation générale des salaires depuis mars 1985. Donc, depuis ces dates, une perte de pouvoir d'achat de 4% selon les syndicats. Pour 1987, la direction suit les recommandations gouvernementales. Elle propose au maximum 3% d'augmentation, mais pas pour tout le monde. 2,5% sont réservés à des promotions ou à l'ancienneté. C'est le fameux GVT, un agent sur 3 seulement en bénéficiera. Pour les autres, 2 agents sur 3, il ne reste qu'une augmentation de 0,5% en moyenne sur l'année. Sous la forme suivante, rien au premier semestre, 1% au 1er juillet 1987 et 0,7% en décembre pour le dernier mois de l'année, ce qui ne fait sur un an qu'une moyenne de 0,5%. Ce soir, la direction aurait fait une nouvelle proposition. Un peu moins d'augmentation individuelle, un peu plus d'augmentation générale, peut-être 0,9% en masse. Mais les syndicats semblent attentifs surtout au rattrapage du pouvoir d'achat. Si la négociation devait échouer, la CGT indique qu'elle convoquera des assemblées générales sur les lieux de travail pour une éventuelle poursuite de la grève ces prochains jours. Quant à la CFDT, non gréviste aujourd'hui, elle envisage aussi d'éventuelles actions. Le franc en difficulté avec 2 informations en sens contraire ces dernières heures. C'est d'abord ce matin Édouard Balladur qui réaffirme qu'une dévaluation du franc est totalement exclue. Et puis ce soir, c'est le marque qui crève son plafond face à notre monnaie juste après la clôture des cotations, avec une affirmation il y a un instant de M. Chirac qui était sur Europe numéro 1. Pas question de dévaluation ni de sortie du système monétaire européen, pas non plus de contrôle d'échange. En tout cas, le marque au plus haut par rapport au franc, on ne peut s'empêcher de penser quand même à un réaménagement monétaire quelque part, Philippe Sassier. Écoutez Bernard, on échappera très difficilement à un réaménagement monétaire. Les tensions sont devenues trop vives. Cette situation s'explique d'abord par la baisse incessante du dollar qui, par rapport au marque, a perdu 60% de sa valeur en un an et demi. Ensuite, par l'insolente santé économique allemande, 1% de baisse des prix cette année et 350 milliards de francs d'excédents commerciaux, le résultat d'années d'efforts et d'investissements. Enfin, les grèves françaises ont réveillé la spéculation. Pas question de dévaluer le franc, dit au ministère des Finances, ce que vient de réaffirmer Jacques Chirac. Nos résultats économiques ne le justifient pas et à Paris, on se montre déterminé à tout mettre en œuvre pour s'opposer à une dévaluation et on demande aux Allemands de respecter les accords européens pour freiner la hausse du marque, ce que vient du reste de rappeler également Jacques Delors, le président de la Commission européenne. La question qui se pose est donc de savoir si les Allemands sont prêts à réévaluer, et seul le marque d'environ 4%, une solution qui ne plaît ni aux agriculteurs ni aux industriels d'outre-Rhin et qui, à 3 semaines des élections, est écartée par le gouvernement allemand. Quelle que soit la solution choisie, la situation actuelle ne peut durer, car à l'aube d'une année très difficile pour elle, l'Europe ne peut pas s'offrir une crise monétaire. Les problèmes économiques et la situation sociale ont nourri l'essentiel du discours politique ces dernières heures. Témoin les interventions de Jacques Chirac ce matin à l'hôtel Matignon et cet après-midi au micro d'Europe numéro 1. Ce matin, le Premier ministre a tenu à rappeler solennellement qu'il ne dévierait pas de sa politique. M. Chirac qui avait auparavant réuni son gouvernement. Lutte contre le chômage sur le plan économique et par voie de conséquence une politique sociale dont l'objectif doit être d'affecter nos disponibilités d'abord prioritairement à ceux qui sont le plus défavorisés. Les plus défavorisés dans la société d'aujourd'hui, ce sont indiscutablement ceux qui cherchent un emploi ou ceux qui, hélas, supportent les conséquences du chômage. Quel que soit leur âge, il est bien évident que c'est dans cette direction que doit s'exercer la solidarité nationale, plus
que dans la direction qui consisterait à satisfaire la revendication de ceux qui, quelle que soit la légitimité de ces revendications, se trouvent dans une situation tout de même plus favorable que celle de ceux que je viens d'évoquer. Et le gouvernement a donc l'intention de poursuivre dans cette direction, qui est celle de la rigueur, mais qui est aussi celle de la solidarité en faveur des plus défavorisés, et qui est surtout celle de l'espoir. La situation sociale était aussi au cœur de la cérémonie des vœux de ce que l'on appelle les forces vives de la nation, c'est-à-dire syndicats, patronats et associations, qui étaient reçus tout à l'heure à l'Élysée, l'occasion, vous le voyez, d'une première rencontre officielle du moins entre François Mitterrand et le nouveau patron des patrons, M. Périgaud, mais il y avait aussi les responsables syndicaux qui étaient là. Voilà, et puis dans son allocution, le chef de l'État a repris les thèmes déjà évoqués hier devant le gouvernement, en précisant qu'il fallait que les Français parviennent ensemble à concilier la diversité de leurs exigences avec la justice due à chaque individu et à chaque groupe social. Et puis il y a un instant, M. Chirac, le Premier ministre, était l'invité d'Europe numéro 1 de Jean-Pierre Elkabbach. 3 phrases tirées de son entretien. À propos des grèves, d'abord, M. Chirac qui a dit « Loin de moi l'idée de voir quiconque capituler. Le Parti communiste et la CGT ont pris les choses en main et veulent attaquer directement le gouvernement. » Et puis à propos de la réduction du mandat présidentiel à 5 ans, pour M. Chirac, je ne puis qu'y être favorable, dit-il. Reste à savoir dans quel contexte politique cela pourrait se faire. Je ne crois pas que ce soit une priorité absolue, a-t-il ajouté. Enfin, à propos du Tchad, et ce sera le dernier point, M. Chirac a dit que la France tiendrait son engagement vis-à-vis de N'Djamena. La France sera respectée par la Libye comme par les autres pays, référence bien sûr aux derniers incidents, donc au bombardement libyen au Tchad. La France sera respectée par la Libye comme par les autres pays. La France ne s'affole pas pour une piqûre d'insectes. Voilà ce que l'on peut dire. Paul Amar, vous avez donc écouté les acteurs de la cohabitation aujourd'hui, les vœux avec François Mitterrand, puis Jacques Chirac sur Europe numéro 1, ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps. L'ambiance de la cohabitation, on peut en reparler ce soir. Oui, et on a l'impression que l'armistice, nous en parlions hier, a été conclu aujourd'hui. Changement de ton, changement de climat des deux côtés de la Seine. Nous avions observé quelques harcèlements. Aujourd'hui, c'est la pause, le repli, un repli peut-être tactique, mais tout de même très visible. Alors, ce n'est pas l'idylle pour autant. Quelques salves ont été tirées. Jacques Chirac a regretté tout à l'heure sur Europe 1 que l'arbitre François Mitterrand siffle toujours contre le même camp. De son côté, le chef de l'État a répété qu'il entendait assumer toutes ses fonctions. Mais globalement, les deux hommes se sont montrés apaisants. On a même entendu quelquefois les mêmes mots, la même musique. François Mitterrand, je ne veux pas de crise politique, je ne vis pas dans la crise politique. Jacques Chirac, l'issue de la crise doit être uniquement sociale. François Mitterrand, je ne cherche pas à paralyser l'action du gouvernement. Une phrase répétée devant les journalistes tout à l'heure à l'Élysée à 4 reprises. Jacques Chirac, la cohabitation a été voulue par les Français, il faut respecter le vote du 16 mars. Les deux hommes, bien sûr, ne renient ni leurs convictions ni leurs actes. François Mitterrand assume sa rencontre avec les cheminots jeudi dernier. Jacques Chirac, il l'a répété, vous l'avez entendu, ne cédera pas sur les salaires, mais l'on a noté tout de même la même volonté de dédramatiser. Les deux hommes ont sans doute pris conscience du danger que représenterait une escalade verbale, danger pour la cohabitation, donc pour eux. Ils ont voulu démontrer aujourd'hui que la crise sociale, aussi aiguë soit-elle, ne devait pas remettre en cause la coexistence institutionnelle entre le chef de l'État et le Premier ministre. Ce n'est pas un hasard s'ils ont tenu à le faire aujourd'hui, à 24 heures de l'intervention sur Antenne 2 d'un homme qui se tait depuis 9 mois et qui reste hostile à la cohabitation, Raymond Barre. Ce sera donc demain l'heure de vérité de Raymond Barre, effectivement, demain soir. Pour les enquêteurs, Action Directe et plus précisément Max Frérot figure en tête des suspects après la tentative d'attentat contre le juge Bruguère hier soir à Paris. Une grenade piégée qui aurait dû exploser sans la présence d'esprit et le sang-froid d'un gardien de la paix qui faisait une ronde. Emmanuel Vanier. La cible, Jean-Louis Bruguère, un juge d'instruction chargé de nombreux dossiers d'attentats attribués à Action Directe, une cible toute désignée pour ce mouvement terroriste dissous, mais pour l'instant, aucune revendication. Jean-Louis Bruguère habite au 3e étage de cet immeuble parisien. Il ne bénéficie pas d'une protection rapprochée permanente, mais toutes les heures, des policiers inspectent les abords de son appartement. C'est le sang-froid de l'un d'eux qui a permis d'éviter le drame. Vers 19 h hier soir, devant la porte de l'appartement du juge, un gardien de la paix effleure un fil de nylon. Il est relié à une grenade à fragmentation à demi dégoupillée. Un dispositif assez rudimentaire, mais très efficace et très rapide à monter, à peine 5 minutes.
La grenade de fabrication belge devait exploser à l'ouverture de la porte, mais le policier a réussi à la désamorcer. Ce matin, Jean-Louis Bruguère confiait à ses proches « Ils ont bien failli m'avoir ». De nouvelles inculpations pourraient intervenir ces jours prochains dans l'affaire du Carrefour du Développement. L'ancien ministre Christian Nucci et le directeur de la DST Bernard Gérard sont les premiers concernés. Pour M. Nucci, les investigations financières auraient permis de confirmer certaines des accusations portées par Yves Chalier, l'accusé numéro 1, qui est toujours en prison. Quant à Bernard Gérard, accusé d'avoir établi le faux passeport d'Yves Chalier, il serait inculpé pour avoir délivré indûment des documents administratifs à une personne qu'il sait ne pas y avoir droit. C'est ce même chef d'inculpation qui risque de toucher Jacques Delbois, contrôleur général de la police nationale. La contestation des étudiants chinois, maintenant avec 2 chiffres très révélateurs. 17 villes et 150 universités auraient été le théâtre des manifestations étudiantes ces dernières semaines. Un mouvement qui pourrait d'ailleurs se poursuivre. Christian Héroux revient tout juste de Chine. Il a assisté à la naissance du mouvement et à son développement. Il a pu rencontrer des étudiants et discuter avec eux. C'est un élément important à verser au dossier dans ce pays où les jeunes réclament plus de démocratie sans pour autant remettre en cause le régime, en tout cas en profondeur. Voici son reportage. 10 ans après la mort de Mao, la Chine s'agite. Ici, l'université de Tongji à Shanghai. C'est de là qu'est parti le mouvement des étudiants. Jusqu'à ces derniers temps, en effet, la contestation s'exprimait à l'intérieur des campus. Depuis quelques semaines, elle a débordé dans les rues des grandes cités chinoises. J'ai rencontré un étudiant. Il aime son pays et il m'explique pourquoi ses camarades et lui manifestent. We have no way to express our emotion, our ideas. In China, Nous n'avons aucun moyen d'exprimer ce que nous ressentons. Le système n'est pas parfait en Chine. La seule solution, c'est de manifester. Et si les manifestations ne leur plaisent pas, ce n'est pas de notre faute. Bad results, it's not our fault. Les manifestations d'étudiants, ce n'est pas un simple chahut, c'est un processus démocratique que nous préparons depuis longtemps pour aujourd'hui et pour demain. Il n'y a pas suffisamment de démocratie en Chine. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement et la Chine s'ouvrent à la démocratie. C'est très important pour nous. Et la presse, elle déforme volontairement nos motivations face à l'opinion publique. Il n'y a pas de liberté de la presse. Il a pas peur de représailles, il n'a pas peur de... C'est rien, en fait, on verra. Il y a peut-être des risques, en effet. Mais depuis 1949, c'est la période la plus démocratique que nous vivons. La démocratie n'est pas suffisante, bien sûr. Mais il faut que les réformes économiques et politiques entreprises, et qui sont bonnes, s'accélèrent. Et le gouvernement n'exercera pas de représailles contre nous, parce que nous voulons avec lui que la Chine devienne un pays plus puissant et plus prospère dans le monde. L'avion de la discorde entre Washington et Jérusalem, un appareil qui a pour nom Lavi et qui est développé en Israël avec l'aide des États-Unis. Mais justement, les Américains voudraient bien qu'Israël abandonne ce projet jugé trop coûteux. Reportage sur place, Charles Anderle. Israël a commencé la nouvelle année en fêtant le premier vol du Lavi, le chasseur bombardier entièrement conçu par les industries aéronautiques à Lod, près de Tel Aviv. C'est le plus formidable et le plus cher projet technologique de l'histoire du pays. L'électronique de cet appareil est, paraît-il, révolutionnaire. Pour le reste, la moitié des composants est réalisée en coopération avec des sociétés américaines, notamment le réacteur. Le Lavi, en hébreu le lion, est censé répondre aux besoins de l'armée de l'air israélienne en l'an 2000. Relativement léger, compact, armé de ce qui se fait de mieux en missiles et systèmes de repérage, de brouillage électronique, c'est à la fois un intercepteur à grande vitesse et un appareil d'appui au sol. Sa mise au point a coûté plus d'1,5 milliard de dollars, alors que le budget de la défense d'Israël a été sérieusement réduit ces dernières années. Il faudrait investir encore 4 milliards de dollars avant de commencer la production en série. Mais pour ses partisans, la dépense est justifiée par l'apport d'une technologie de pointe. Je pense que cet avion parle de lui-même.
c'est un excellent investissement. Il satisfait exactement les besoins de l'armée de l'air israélienne et à bon compte. Même certains parlementaires américains soutiennent le projet. Je ne connais pas d'avion au monde ayant l'avionique et aussi les performances du Lavi. Je pense que cette combinaison entre l'effort technologique des États-Unis et celui des industries aéronautiques israéliennes, et aussi les capacités dont Israël sera donné, tout cela nous donne la garantie que le projet sera poursuivi, coûte que coûte. La facture est en partie payée par Washington et le Pentagone commence à faire grise mine. Ces experts sont persuadés qu'à la livraison, chaque Lavi coûtera 50 millions de dollars, plus que le plus cher des avions US. Ils conseillent aux Israéliens de construire à la place le F-16, un chasseur américain, en l'équipant de l'électronique du Lavi. En proie à une crise économique et face à la nécessité de réduire à nouveau ses dépenses militaires, Israël aura du mal à refuser les bons conseils de l'oncle Sam. Il fallait s'y attendre. Voici le premier procès qui oppose une mère porteuse et un couple stérile avec lequel elle avait signé un accord. C'est aux États-Unis. Une histoire tout ce qu'il y a de simple. La mère véritable a refusé de donner, comme elle s'y était engagée, l'enfant qu'elle venait de porter pendant 9 mois. Un seul problème, aucun texte ne règle cette situation. Commentaire de Patrice Vollet. Entre cette Américaine et un couple stérile, un contrat. Pour 60 000 francs, elle avait accepté de porter leur enfant. La petite Mélissa est née en mars dernier. Jamais pendant toute la grossesse, la mère n'avait envisagé de remettre en cause l'accord passé. Avant même d'être enceinte, je m'étais faite à l'idée que ce ne serait pas mon enfant, que je ne le garderais pas. Je pensais rendre service, être une espèce de babysitter pendant les 9 mois de la grossesse. Et pourtant, dès la naissance, plus question pour la mère porteuse de se séparer de sa fille. Elle s'enfuit avec elle et, retrouvée par la police, demande la rupture du contrat. Mais l'enfant est confié au couple stérile. Ça fait mal. C'est douloureux pour l'enfant. Ça ne ressemble à rien de mettre un enfant au monde comme ça. Une situation juridique complètement nouvelle aux États-Unis. Le procès s'est ouvert aujourd'hui dans le New Jersey. Le jugement du tribunal sera le premier du genre dans un domaine où le droit est encore mal établi. Un mot du Paris-Dakar pour vous annoncer que les leaders consolident leur position à l'issue de la 5e étape qui vient de se courir. Voici le classement maintenant avec Patrick Montel. Dernière étape algérienne, Inch'Allah Taman 7. Pour les autos, c'est Peugeot qui fait toujours la course en tête. Victoire pour Meta qui accentue son avance au général sur la Range Rover de Raymondis. Chez les motards, l'étape pour l'Italien De Petri sur Cagiva, mais c'est Cyril Neveu qui conserve la tête au classement général devant son coéquipier de chez Honda, Gilles Lallet. Deuxième volet maintenant de notre grande enquête consacrée à la chanson française, à ses problèmes et à son avenir. Quelle chanson plaît aux jeunes? La réponse dans ce reportage de Jean-Claude Darigo et Jean-François Chevet. Qu'est-ce que vous écoutez surtout comme musique? Chanson anglaise, uniquement. Genre Cure, aussi américaine, genre Supertramp, très peu de chansons françaises. Qu'est-ce qui vous séduit dans les groupes anglais? Dans les groupes anglais, c'est surtout la musique qui est différente des groupes français. Parce que c'est plus original, ça change plus. La musique anglaise, c'est pas vraiment ce qu'on est au sérieux, on sait même pas ce qu'on écoute finalement. Quand on dit je t'aime en français, ça paraît assez cru. Quand on entend I love you, quelque chose comme ça, t'imagines beaucoup plus, ça fait plus hollywoodien, quelque chose comme ça. Les responsables de cette situation, dit-on, certaines radios FM. Parmi elles, celle-ci devenue la 3e radio commerciale française. Ici, malgré les bruits qui courent, on se défend de jouer a priori la carte anglo-saxonne. La musique anglo-saxonne plaît parce que le niveau de la production anglo-saxonne est fort musicalement, mais maintenant les produits français commencent à rejoindre le niveau des productions anglo-saxonnes et on s'en réjouit. Si vous regardez dans ce bureau, il y a un très grand nombre de disques d'or qui nous ont été remis par les maisons de disques pour des artistes français. Je pense à Jean-Michel Jarre, à Image, à Jeanne Masse, à Gold, à Indochine, Madère, Etienne Dao et j'en passe énormément. Et ça, c'est une nouvelle génération de chanteurs qui marche très très fort maintenant en France et on est très content à Énergie de pouvoir les promouvoir comme ils le méritent. En pointe derrière la radio énergique, la radio nostalgique.
sont responsables, qui visent peut-être un public plus mûr que les teenagers de tout à l'heure, pardon, que les adolescents, a décidé que l'on continuerait à s'éclater dans l'Hexagone, mais prioritairement dans un bel et bon langage de chez nous. Alors quand tous les autres voulaient faire de l'anglo-saxon sur toutes les radios en France, je n'entendais que ça, moi j'ai dit non, on va faire une radio pour les Français avec de la chanson française. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui nous avons 100 radios en France, sur satellite, et demain, va savoir où. Ok, we will see. Voilà, troisième volet demain avec le rôle des programmateurs, plus exactement les programmateurs mis en question. La météo avec vous, Laurent Boussier, c'est bien le froid cette fois. Absolument, le froid arrive, le froid revient, le froid risque de s'installer. Ce matin, il faisait moins 30 degrés à Helsinki. Helsinki, c'est 2500 km au nord de la France, en Finlande. Eh bien, l'air qui est là-bas, l'air qui est très froid, risque bien de venir du côté de chez nous. Regardez l'image satellite, l'explication. Il y a un anticyclone là sur l'Écosse. On sait que dans l'hémisphère nord, les masses d'air tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour de cet anticyclone. Et l'air qui était sur la Finlande, eh bien, il va commencer à se rapprocher de la France. Les températures baisse, mais par contre le ciel sera un petit peu plus clair. Regardez la carte du temps prévu pour demain, avec le matin sur la moitié nord un ciel couvert. Ce ciel couvert, nuageux, avec des averses de pluie et de neige mêlées, de neige sur les Alpes. Ce temps nuageux va se confiner dans l'après-midi sur le nord-est et puis sur l'est progressivement sur les Alpes. Partout ailleurs, c'est un temps assez clair, pas de précipitations, beaucoup d'éclaircies, des éclaircies de plus en plus belles sur la Bretagne, sur la Vendée, même sur l'Aquitaine, de belles éclaircies sur le Massif central et toujours un temps relativement ensoleillé sur le bassin méditerranéen où le Mistral, lui, continuera à souffler assez fort. Les températures sont en baisse, surtout sur le nord-est. Regardez, elles resteront inférieures à 0 degré, avec même un moins 2 degrés à Mulhouse, moins 1, 0 degré dans toute la Bourgogne, la Franche-Comté. Sur l'Alsace et sur la Lorraine, température négative, donc toute la journée. Légèrement positive sur Paris, avec 1 degré, température maximale. Et puis 5 degrés à Brest, ce sera le maximum pour la moitié nord. Sur la moitié sud, c'est en baisse aussi, en baisse importante. 3, 4 degrés dans le Massif central, et puis quelques 10 degrés, un 10 degrés à Biarritz, un 10 degrés à Perpignan, un 10 degrés à Nice, et puis 10 degrés en Corse, mais les températures diminuent. Demain, ce sera le mercredi 7 janvier, le jour se lèvera à 8h45, se couchera à 17h09, une petite minute de soleil en plus, et puis ce sera la Saint-Raymond. Dernier journal, ce sera avec Philippe Arroy aux environs de 23h25. Il reviendra sur la rupture des négociations salariales à l'EDF-GDF, je l'apprends à l'instant. Rupture donc des négociations, ce qui signifie probablement une poursuite de la grève demain. En tout cas, Philippe Arroy vous en dira plus aux environs de 11h25 ce soir. Bonsoir, à demain 20h.